Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président de la République, Dioncounda Traoré, est bien arrivé à Paris. Il a été admis aujourd'hui dans un hôpital pour des analyses complémentaires après l'agression dont il a été victime. Je vous propose plutôt d'écouter le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, qui lui a parlé au téléphone dès son arrivée à Paris hier. Mes chers compatriotes, je me fais aujourd'hui un plaisir et un devoir de venir vers vous, vous informer qu'hier, le président de la République, le professeur Dioncounda Traoré, est bien arrivé à Paris. Je lui ai parlé moi-même pendant que son avion roulait encore, avant même d'arriver au parking, et il était dans une très bonne disposition d'esprit. Et l'on m'a appris ce matin qu'il est rentré à l'hôpital pour une observation pour toute la journée, afin de déterminer exactement ce qu'il y a lieu de faire et dans quel état il se trouve. Alors, dès que j'aurai les résultats de cette journée d'analyse, je reviendrai avec vous pour vous mettre au courant de son état de santé. En attendant cela, je vous invite tous à prier pour lui, pour vraiment un prompt rétablissement et que Dieu garde le Mali. Voilà, ces propos du Premier ministre ont été recueillis par Ibrahima Traoré. Vous pourrez suivre la version Bamana de cet entretien après ce journal, ainsi que les messages des confessions religieuses du Mali sur la situation que traverse notre pays. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a reçu ce matin en audience le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Mali. Les échanges ont porté sur l'accompagnement que l'Union européenne peut apporter au Mali dans la mise en œuvre d'un programme de travail pendant la période de transition. Le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne, Bertrand Soré, est à sa sortie d'audience au micro de Daouda Sidiki Diarra. Il était extrêmement important pour nous de venir rencontrer le Premier ministre alors que la transition maintenant a débuté pour mettre en œuvre, pour voir comment nous pouvons accompagner la mise en œuvre d'un programme de travail pour remettre les choses en route. Alors bien entendu, on a pu discuter des derniers événements qui sont extrêmement regrettables. Nous-mêmes, nous avons été assez choqués par ce qui s'est passé, les actes contre le président par intérim, mais il est extrêmement, comme je le disais tout à l'heure, important pour nous que le gouvernement puisse se mettre au travail et les moyens de se mettre au travail et les moyens de rassembler les Maliens derrière lui et les moyens d'organiser une grande concertation avec toutes les forces vives et tous les partis politiques pour maintenant accomplir sa tâche et en particulier donc reconquérir le Nord, mais aussi avoir une feuille de route pour l'organisation d'élections dans les meilleures conditions possibles. Concrètement, dès demain, je dois rencontrer le ministre de l'administration territoriale pour discuter en particulier sur comment nous pourrions accompagner le processus électoral, comment nous pourrions soutenir dans un premier temps un audit du fichier électoral, du processus électoral, de façon à avoir après un calendrier qui soit tenable pour l'organisation des élections. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Donc on ne peut pas, pour l'instant, aujourd'hui, dire combien d'argent ni de mesures concrètes on va mettre en place, ce ne serait pas sérieux. Nous avons pour ça besoin de discuter à tous les niveaux. Donc aujourd'hui c'était au niveau politique, demain nous allons commencer les discussions au niveau technique, de façon à voir comment travailler ensemble et arriver le plus rapidement possible à une feuille de route, à un chronogramme et à des activités concrètes que nous pourrions prendre en charge ou du moins soutenir, accompagner. Et plusieurs communiqués continuent de nous parvenir relatifs à l'agression du président de la République Dioncounda Traoré. Le Conseil de base des Maliens de France, c'est avec une réelle consternation que les Maliens de France réunis au sein du Conseil de base des Maliens de France ont appris le lynchage prémédité et lâchement perpétré contre le président de la République Dioncounda Traoré. Cet acte odieux inqualifiable commis par des ordres barbares n'a rencontré aucune résistance de la part des forces de sécurité en charge d'assurer la protection du président de la République. L'agression contre le président Dioncounda Traoré découle de la volonté des responsables de cette situation de créer le chaos dans notre pays. La facilité avec laquelle les manifestants ont pu réaliser leur forfait est déconcertante et interpelle le gouvernement dans sa mission d'assurer la sécurité des institutions et des citoyens du Mali. Le Conseil de base des Maliens de France apporte son soutien
au président de la République et au gouvernement pour conduire la transition dans un Mali fort et renforcé par la communauté internationale afin de ramener la paix dans ces régions du Nord. Et d'autres communiqués suite donc à l'agression du président de la République. Ils émanent de l'Union des forces démocratiques, du Front pour le Mali et la République éphémère, du Conseil national de la société civile du Mali, la Convergence pour sauver le Mali UDM Djamakawassa, l'Alliance malienne pour le travail AMAT, l'Association malienne pour la promotion du Sinankouya, l'Association des jeunes griots du Mali et Kafofolo Djamadjigi de la commune 1, l'Association pour la promotion et la défense des libertés publiques, l'Union des alliances et mouvements pour le Mali, le Mouvement pour la promotion des initiatives citoyennes, l'Association Sigidiaton de Banankabougou et la promotion Ibrahim Ndiaye de la FSJP. Ils condamnent tous avec la dernière rigueur la violence perpétrée contre le président et exigent à ce que les auteurs soient arrêtés et traduits en justice. Le Conseil national de la jeunesse, le comité exécutif appelle la jeunesse malienne à accompagner l'effort de redressement national des autorités de la transition pour un Mali apaisé et émergent conformément à l'accord signé le 20 mai entre le CNRDRE et la CEDEAO, signé le comité exécutif du CNJ, le vice-président Alioune Gueye. Nous restons donc à la primature, cette fois-ci avec les représentants des familles fondatrices de Bamako et le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement, également reçu en audience par le Premier ministre. Avec les échanges ont porté sur la situation politico-sécuritaire du pays. Alpha Maïga. Qu'ils soient griots, Mabo, Garassa, Founé ou Nyamakala, on dit qu'ils sont les maîtres de la parole. Regroupés au sein d'une association dénommée Réseau des communicateurs traditionnels pour le développement, ils sont venus échanger avec le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra sur la situation politique qui prévaut actuellement au Mali. On a parlé du Mali. Ça ne peut être que le Mali. Le Mali est un grand pays civilisé, un pays de culture. Et on est venu pour la solution. Nous, les Nyamakala, c'est la solution. Et on lui a proposé la solution. Vous étiez là et vous étiez présents. La solution laquelle? Eh bien, la solution, c'est l'entente, c'est la paix, c'est la compréhension, c'est la cohésion. Chacun a sa manière d'aller à Mara. Chacun a sa manière d'aller à Rome. Les chemins diffèrent. Mais le but, c'est la même chose. Le Mali sera sauvé et le Mali sera grand. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra n'a pas manqué au cours des échanges solliciter le réseau à être de vrais ambassadeurs pour la quiétude, la paix au Mali. Depuis la nuit des temps, nous sommes en mission. Notre mission, elle est permanente. Elle est de tous les jours. Ça, c'est une mission particulière et vous allez voir dès tout de suite le résultat. Je profite de ce micro pour lancer un appel à l'ensemble de la communauté internationale et du Mali en particulier. Au Mali, tout va bien et tout ira très bien. Avec les familles fondatrices de Bamako, également reçues en audience, trouver les voies et moyens pour une sortie de crise politique, c'était le sujet dominant de la rencontre. Avant de se quitter, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a rassuré les deux organisations de son soutien d'une part et d'autre part instauré chaque mois au niveau de la primature de telles rencontres. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, a l'honneur d'informer les populations que le mois lunaire Rajabakalo a débuté au Mali le mercredi 23 mai 2012. Journée d'échange sur les mesures privatives de liberté dans notre pays. Les participants à la rencontre sont les représentants de la Cour suprême, les magistrats de la Cour d'appel, les tribunaux de première instance et autres agents du système judiciaire. La rencontre était présidée par le ministre de la Justice. Le reportage de Mahamadou Doumbia. Concernant cette journée d'échange sur les mesures privatives de liberté, plusieurs thèmes ont été discutés comme par exemple le rôle et la responsabilité du procureur de la République dans le contrôle de la garde à vue, les pouvoirs de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire, l'administration pénitentiaire et la détention provisoire.
L'objectif général de cette journée est de sensibiliser les membres de la famille judiciaire, notamment les magistrats et les officiers de police judiciaire, sur la nécessité de protéger les droits des personnes faisant l'objet de mesures privatives de liberté. Le respect de la réglementation relative aux mesures privatives de liberté est indispensable pour contrer l'arbitraire et faire en sorte que le plus fort n'oppresse pas le plus faible. Cette journée d'échange a pour but de trouver sur la base de nos discussions les mesures rapides et urgentes que l'on pourrait prendre pour faire respecter davantage les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux mesures privatives de liberté, pour faire en sorte que toute la chaîne pénale puisse jouer pleinement son rôle dans la protection des droits des citoyens. À l'issue de cette journée qui fait suite à plusieurs constats, des recommandations ont été adoptées. Recommandations qui permettront de respecter la réglementation relative à la garde à vue et au respect du délai de la détention provisoire. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale de la libération d'une vingtaine d'insurgés capturés au cours des opérations militaires dans le nord du Mali. Pendant leur détention, les prisonniers ont régulièrement reçu la visite de la Croix-Rouge internationale à qui ils seront remis par les autorités militaires. Le ministre de la Défense et des anciens combattants précise que cette libération a été volontairement décidée par le gouvernement du Mali sans aucune conditionnalité. Par ce acte, le gouvernement du Mali réaffirme sa volonté d'inclure le dialogue et la négociation dans le registre des moyens de gestion et de règlement de la crise du nord du pays. Célébration demain 25 mai de la Journée de l'Afrique. Notre pays célèbre ce 24e anniversaire dans un contexte sociopolitique difficile. La reconquête des 3 régions du Nord, à savoir les 2 tiers du territoire occupé par des bandits armés, et l'organisation des élections générales sont les défis majeurs du moment. Le gouvernement malien, avec l'accompagnement de l'Union africaine, entend relever ces défis. C'est en substance le message du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à l'occasion de cette journée. Écoutons un extrait du message de Sadio Lamine Sow, des propos recueillis par Agali Agagissa. Mes très chers compatriotes, le Mali, fidèle à sa vocation panafricaniste, célèbre ce 25 mai 2012, une fois de plus, la journée de l'Afrique. Un cruel paradoxe de l'histoire fait coïncider cet anniversaire avec l'agression contre une partie de notre territoire par des groupes d'individus armés aux revendications inacceptables et aux projets maléfiques qui ne trouveront jamais leur réalisation au sein de notre peuple. L'Union africaine est notre institution fondamentale et la principale organisation de promotion de l'intégration socio-économique accélérée du continent. Elle renforce l'unité et la solidarité et la paix entre les pays et les peuples africains. Notre constitution, vous le savez, nous permet de renoncer à tout ou partie de notre souveraineté pour réaliser l'unité africaine. Cet acte de foi illustre parfaitement notre engagement résolu en faveur de toute initiative relative à la paix, à la sécurité et à la libre circulation des personnes et des biens en Afrique. Le gouvernement du Mali, profondément attaché à l'unité de notre peuple et à l'indivisibilité de son territoire, entreprend et entreprendra tout ce qu'il faudra. Accompagné en cela, nous en avons la ferme et tranquille conviction, par l'Union africaine et la communauté internationale, afin de libérer notre région nord des mains d'islamistes archaïques, de pseudo-indépendantistes, de narcotrafiquants criminels et d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. L'intégralité de ce message, vous pourrez le suivre à la fin de cette édition. À l'occasion de ce 49e anniversaire, nous vous proposons dans cette édition un dossier sur les étudiants africains vivant au Mali. Ce sera en fin de journal. Right to Play renforce les capacités de l'administration scolaire pour une éducation de base de qualité. L'ONG a remis des dons composés d'équipements informatiques, didactiques et sportifs au service technique de la Direction nationale de l'enseignement fondamental. La valeur du don est estimée à 15 millions
de francs CFA. Ramata Salimata Dao, compte rendu. Right to Play, l'ONG internationale qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans les zones défavorisées, dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la paix, à travers le sport et le jeu, a réitéré une fois de plus son engagement envers le gouvernement malien avec la remise d'équipements informatiques, didactiques et sportifs. Après avoir visionné un film documentaire sur les réalisations du Right to Play, les heureux bénéficiaires qui sont les académies d'enseignement de Bamako, les centres d'animation pédagogique et la Direction nationale de l'enseignement fondamental ont reçu chacun un lot d'équipements. Une action qui, selon le donateur, va en droite ligne avec ses convictions. Cela vient au point normé parce que pour nous, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, la situation par laquelle nous passons aujourd'hui nécessite des actions, des actes concrets, des actions assez fortes pour pouvoir faire sentir à l'autre que notre pays n'est pas parti, que notre pays est toujours là pour les soutenir, à répondre aux besoins qu'ils expriment et même à ceux qui sont ressentis mais non exprimés. Les bénéficiaires reconnaissants du geste de leur partenaire s'engagent à faire un bon usage du matériel. Quand on a un partenaire qui offre ce matériel, et pratiquement à près d'une dizaine de structures, on ne peut qu'être comblé. Nous pensons que ce moyen nous permettra d'améliorer effectivement le travail de nos agents. Cette remise d'équipements informatiques, didactiques et sportifs concerne le district de Bamako et le cercle de Bougouni, des équipements dont la valeur s'élève à 15 millions de francs CFA. Les populations des régions du nord du Mali continuent de recevoir les vivres et les médicaments apportés par la première caravane humanitaire. Le président du Haut Conseil islamique rassure que les dons sont bien arrivés à leur destinataire. Mahamoud Diko affirme qu'un autre convoi humanitaire se prépare pour venir en aide à nos compatriotes en détresse. Il est au micro d'Ibrahima Traoré. C'était une première expérience. La caravane est partie, elle est arrivée à bon port. La distribution est en train encore d'avoir lieu là-bas. Dieu merci, tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Ceux qui sont partis à Kidal sont arrivés, à Gao ils sont arrivés, à Tombouctou ils sont arrivés. On est en train aussi de préparer un deuxième convoi qui va aller dans les cercles cette fois-ci. Inch'Allah. Vous savez, c'est un travail qui difficilement peut être sans difficulté. Les gens, ils pensent qu'on travaille comme si c'est la normalité. Nous sommes dans une situation de crise. Il y a des hauts et des bas dans cette affaire-là. Nous travaillons dans une zone où il n'y a pas de présence de l'État. Il n'y a pas l'administration. Les élus n'ont pas droit au chapitre. Alors, pour travailler dans des conditions comme ça, il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'imagination et beaucoup d'habileté. On est en train de négocier, peut-être même, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, le retour de la santé, voir comment les hôpitaux, dans les ESCOM, les agents peuvent partir là-bas. Des agents qui vont être continués à être payés par l'État. C'est des choses qu'on est en train de négocier, mais de façon pédagogique. Je pense que nous avons vu certaines déclarations dans des journaux, dans certaines presses qui ne sont pas très exactes, et que des gens leur ont dit que bon, tout ce qui est allé là-bas a été donné à ces gens-là, ils ont emmagasiné, que personne n'a accès à ça. Je pense que ce n'est pas exact. Voilà, et du côté de Ségou, c'est la Croix-Rouge qui apporte son soutien aux populations déplacées du Nord vivant en 4e région. C'est à travers la remise d'une importante quantité de vivres d'une valeur de 25 millions de nos francs CFA. Pour plus de détails, nous allons écouter le président du comité régional de la Croix-Rouge du Ségou, Tidiani Kanouté, au micro de Brahima Kone. Et nous avons saisi cette occasion pour essayer de présenter la donation que nous avons reçue aux autorités administratives et politiques de la région de Ségou. Ce don est composé de 20 tonnes 900 de mil, de 16 tonnes 600 de riz, 12 tonnes de haricots, de 5000 litres d'huile, de 500 kilos de sel et de 300 kits
Alors là où se trouvent les nécessaires quand même pour une famille. Grosso modo, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à 20-25 millions de nos francs. Nous allons prendre les dispositions nécessaires pour la distribution à ces familles nécessiteuses. Vous savez qu'au niveau de la Croix-Rouge, nous avons alors une clé de distribution qui prend en compte chaque ménage. C'est-à-dire que pour nous, un ménage au Mali, ça fait 7 personnes. Donc nous partons sur la base de cela et nous avons des normes également pour la distribution. Pour le riz par exemple, nous estimons qu'il faut 12 kg de riz pour un individu pendant un mois. Pour 500 ménages, et ça c'est les dons en vivres, et en non-vivres nous en avons pour 300 ménages. Et il faut considérer que nous avons alors des déplacés à Barouili, San, Massina, Tomiyam, Bla et Nyon. Voilà, c'était donc là le président du comité régional de la Croix-Rouge de Ségou. Sur un tout autre plan, promouvoir l'accès équitable à une éducation de qualité aux enfants en situation de vulnérabilité, c'est l'ambition de Handicap International à travers son projet Éducation inclusive, projet qui a été lancé aujourd'hui même à Sikasso à l'intention des enfants handicapés de la région. Daouda Diakité, compte rendu. Le projet Éducation inclusive, qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux à Sikasso au cours de cette rencontre, s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du gouvernement dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, dans le but spécifique d'assurer une éducation de qualité aux enfants en situation de vulnérabilité en 3e région. Sa mise en œuvre est assurée par Handicap International, Programme Mali, sur financement de l'Agence française pour le développement AFD pour une durée de 3 ans. C'est un projet qui vise à accompagner l'État malien au respect de ses engagements en matière d'éducation universelle, en favorisant la scolarisation des enfants qui ont des besoins éducatifs spéciaux. Le projet se fixe comme mission prioritaire de construire une démarche globale en créant des liens entre les écoles spécialisées, les centres psycho-éducatifs et les écoles pour déficients auditifs et autres structures d'aide et d'orientation des enfants en situation de handicap physique, mental et psychosocial en vue de les offrir des opportunités d'accès à une éducation de qualité. Au-delà d'une initiative, il s'agit de trouver des boucliers visant à assurer le plein épanouissement des enfants à besoins éducatifs spéciaux. C'est donc là un constat qui engage nos responsabilités individuelles et collectives. J'exhorte donc nos différents services compétents en charge de la question, à savoir l'Académie et le CAP, à accompagner avec intérêt les responsables du dit projet pour l'atteinte des objectifs assignés afin d'assurer sa réussite totale dans la commune urbaine de Sikasso. Le sketch de sensibilisation présenté par les élèves de l'école des déficients auditifs était l'illustration parfaite de la pertinence du projet en 3e région. L'actualité régionale nous amène à présent en 2e région, plus précisément au centre d'instruction Boubacar Sadassi, là-bas 30 stagiaires sous-officiers de la 16e promotion du certificat technique premier degré administration de l'école d'administration militaire ont reçu leur diplôme de fin de formation, cérémonie suivie par notre reporter Agibou Koulibaly. Cette remise de diplôme aux stagiaires de la 16e promotion du certificat technique premier degré administration de l'école d'administration militaire de Koulikoro est le couronnement de 4 mois d'intenses activités intellectuelles, physiques et même morales que ces sous-officiers ont suivi durant leur formation. Le diplôme que vous allez obtenir n'a de valeur que par votre rendement dans vos différents services. Tâchez donc d'être à la hauteur souhaitée et d'être une référence auprès de vos chefs. Il vous appartient désormais, à votre retour dans vos pays respectifs et dans vos familles respectives, d'honorer le diplôme que vous allez recevoir en mettant en œuvre toutes les connaissances reçues à Koulikoro ici et celles-là pour une plus grande maîtrise des problèmes administratifs et financiers qui malheureusement sont énormes au sein de nos forces armées.
En rappelant aux stagiaires la devise de l'école, à savoir s'instruire pour mieux gérer, le directeur de l'école militaire d'administration a exhorté les jeunes sous-officiers de se mettre à jour avec les règlements propres à leur pays et de maintenir à niveau leurs connaissances. J'aimerais vous demander de mettre en pratique l'enseignement dispensé, quelles que soient les matières, afin que cet enseignement ne reste pas lettre morte. Et faites-le avec le sérieux et toute la rigueur nécessaire pour prouver aux autres la qualité de l'instruction reçue à Koulikoro. Les récipiendaires ont donné l'assurance à leur administration scolaire de Koulikoro qu'ils feront bon usage de leur diplôme. Les sentiments ne peuvent être que de joie, parce que vu la durée du stage et la situation qui prévaut au Mali, avec la grâce de Dieu, nous avons pu surmonter les difficultés et les obstacles et nous sommes arrivés à bout de notre stage. Vraiment, je tiens à remercier le Seigneur, les autorités maliennes et la coopération française. Il faut signaler que ce stage qui vient de prendre fin à l'école militaire d'administration de Koulikoro a regroupé durant 16 semaines des sous-officiers de 18 nationalités. Direction le nord du pays, plus précisément Tombouctou, où après la profanation de mausolées, les éléments du groupe Ansardine s'en sont pris aux monuments et autres symboles historiques, ainsi que des panneaux publicitaires. Comme vous le voyez sur les images, le monument des martyrs à Tombouctou a été complètement détruit et les panneaux publicitaires ont été peints tout simplement en noir. Et ce communiqué de presse, donc justement, qui concerne cette destruction, le gouvernement du Mali a saisi les autorités juridiques compétentes qui sont à pied d'œuvre pour la collecte de toute information relative aux atteintes graves sur les personnes et leurs biens, ainsi que sur le patrimoine culturel national et international et tout autre bien de l'État et des collectivités. Le gouvernement n'exclut pas le recours à la Cour pénale internationale pour que les auteurs de ces crimes et leurs complices répondent de leurs actes. Le gouvernement du Mali, signataire de plusieurs instruments internationaux relatifs à la protection des biens culturels et à la promotion du patrimoine culturel national, réitère sa condamnation énergique de ces crimes et de leurs auteurs. En effet, depuis le mois de janvier 2012, le nord du Mali est envahi par des groupuscules armés qui se livrent à des actes barbares et criminels au mépris des valeurs de tolérance professées par l'islam et notre culture. Les atrocités commises à Guelok dans la nuit du 24 au 25 janvier 2012 en sont une illustration désastreuse. De même, la profanation du mausolée du Saint Sidi Mahmoud, survenue le 4 mai 2012 et figurant sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la destruction du monument des martyrs de Tombouctou le 23 mai 2012 en disent long sur la gravité de la situation. Plus de 200 millions de francs CFA, c'est le projet de budget 2012 du Centre national de la recherche scientifique et technique. Parmi les activités prioritaires de la structure, la poursuite de la formation des chercheurs en matière de rédaction scientifique et la documentation en ligne du centre. Le reportage de Ramata Konate. Deux points essentiels sont au menu de cette 7e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique et technologique, les perspectives de 2012 et le bilan des activités 2011 de la structure. Le CNRST a pu réaliser des activités pertinentes, notamment celles relatives au renforcement des capacités des chercheurs, à savoir la formation en rédaction scientifique et sur la documentation en ligne, leur nomination aux fonctions de recherche, le financement de leurs protocoles de recherche et la publication de leurs travaux dans la revue malienne des sciences et de technologies du CNRST. Pour poursuivre ces actions de développement de la recherche, le Centre entend mobiliser plus de 200 millions de francs CFA au titre de l'année 2012, une somme qui sera consacrée aux missions premières du CNRST, notamment la proposition au gouvernement des éléments de politique nationale en matière de recherche scientifique et technologique.
Kafo-Diguineo a tenu sa 23e assemblée générale, une assemblée qui s'est tenue à un moment où l'institution enregistre une augmentation de plus de 26% en termes de réalisation en 2011. Pour maintenir ce élan, les responsables ambitionnent de renforcer leur capacité d'intervention dans certains domaines, notamment celui de l'agriculture. Timogo Konaté donne les détails. Si en 2010, les réalisations s'élevaient à moins de 27 milliards de francs CFA, celles de 2011 sont estimées à plus de 34 milliards, soit une augmentation de plus de 26%. C'est sur cette note d'espoir que s'est ouverte ce matin la 23e Assemblée générale de Kafo-Diguineo. Cette performance qui a concerné tous les secteurs de développement est le fruit de la modernisation du système de gestion. Une modernisation ayant permis l'accroissement du nombre de sociétaires de l'institution de microfinance. Celui-ci est passé de moins de 19 000 à plus de 307 000. Kafo-Diguineo est une institution de microfinance dont la mission consiste à offrir des services financiers de proximité tels que l'épargne, le crédit, la microassurance, le transfert d'argent et autres prestations de services au plus grand nombre de personnes au Mali pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour consolider les acquis, l'institution entend renforcer ses domaines d'intervention, notamment celui de l'agriculture, en mettant un accent particulier sur la cotonculture et la riziculture, ce qui permettra, nul doute, de donner un coup de fouet à l'économie du pays. Les paysans même sont les présidents des Kafo-Diguineo. Une fois que les paysans même sont les décideurs, je pense que ça facilite beaucoup de choses. Et là, ce qu'on doit faire maintenant, c'est ça. Depuis 1998, notre pays, le Mali, s'est doté d'une stratégie nationale et d'un plan d'action pour le développement de la microfinance. Grâce à la mise en œuvre de la stratégie, le secteur de la microfinance a connu une forte expansion au Mali. Les dernières statistiques font apparaître un total de 125 institutions de microfinance pour 784 unités de base. Cette expansion s'est traduite par une densification de la couverture géographique du pays, même en milieu rural, et une forte augmentation du nombre de sociétaires. La cérémonie d'ouverture des travaux a vu décerner des prix de performance 2011 aux 3 meilleures caisses du réseau. Il s'agit respectivement des caisses de Dioïla, Sikasso et Kimparana. Le rapport 2012 d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde vient de paraître. Il a été l'objet de discussions ce matin entre les responsables de Amnesty International Mali et la presse malienne. Un document de 417 pages qui contient 5 résumés régionaux et une étude au cas par cas de 155 pays et territoires. Il se fait l'écho des appels exigeants au respect des droits humains. Abdrahman Maïga, compte rendu. Le rapport annuel 2012 de Amnesty International, objet de la présente conférence de presse, est un document de 417 pages qui raconte de la situation des droits humains dans le monde en 2011. À travers 5 résumés régionaux et une étude au cas par cas de 155 pays et territoires, le dit document se fait l'écho des appels exigeant le respect des droits humains qui n'ont cessé de résonner dans le monde. Et pour preuve, le rapport fait ressortir que plus de 500 000 personnes meurent chaque année de violences armées et des milliers de personnes subissent des blessures ou une répression brutale ou sont soit violées ou sachées de chez elles par ces conflits. Et pire, selon la même source, entre 2009 et 2010, le monde a connu 523 conflits armés qui ont occasionné plus de 1000 morts par jour. Comme d'habitude, ce rapport n'établit pas de classement entre les pays en matière de droits humains. En outre, le fait qu'un pays n'y figure pas ne signifie aucunement qu'il ne s'y passe rien en matière de violation des droits humains. L'étude reflète également l'approche de cette organisation internationale dans son combat contre les violations des droits humains. Elle examine les problèmes posés et les possibilités de changement dans un pays ou dans une région donnée. Le rapport témoigne non seulement du sort réservé à toutes ces femmes et tous ces hommes dont l'existence est marquée par des atteintes aux droits humains, mais également de l'action de celles-ci et de ceux qui continuent de se mobiliser au nom du principe de la dignité humaine. Il n'est pas superflu de souligner qu'une dynamique favorable à l'abolition de la peine de mort se confirme en Afrique. Cette cérémonie a également été l'occasion pour les représentants d'Amnesty International Mali de faire un état de lieu de la situation des droits humains dans le nord du Mali.
À travers des témoignages, la presse et toute l'assistance ont été largement édifiées sur la nature de ces violations et les exactions commises par les bandits armés sur les populations vivant dans cette zone occupée par les islamistes et leurs acolytes. Je vous le disais tantôt, demain 25 mai, l'Afrique célèbre la journée qui lui est dédiée. Nous avons saisi l'occasion pour approcher les étudiants africains au Mali. Ils sont repartis entre les différentes écoles supérieures et facultés des universités. Celles de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie accueillent à elles seules plus de 5000 étudiants africains. Sont-ils bien intégrés au Mali? Entretiennent-ils de bonnes relations avec leurs camarades maliens? Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Les éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Bourama Traoré. L'intégration africaine est-elle un mythe ou une réalité? S'interrogent pas mal d'Africains. Pour bon nombre de dirigeants du continent, cette intégration est un processus nécessaire et irréversible. Le Mali, on le sait, compte beaucoup d'étrangers et est vu comme une terre d'accueil. En la matière, les écoles supérieures et universités de Bamako sont assez illustratives. Cap sur la faculté de pharmacie et celle de médecine et d'odontostomatologie. Les deux facultés accueillent 5250 étudiants étrangers, soit 10% de l'effectif global. Selon ces non-nationaux, le choix du Mali n'est pas fortuit. Avec les recherches sur Internet, j'ai pu comprendre que le Mali c'était un beau pays pour pratiquer, pour venir étudier en médecine. C'est pourquoi j'ai choisi le Mali comme un pays. Et aussi que le diplôme en médecine est reconnu internationalement. Au Niger, il n'y a pas une faculté de pharmacie. Donc c'est ce qui m'a poussé à venir ici au Mali pour faire mes études de pharmacie. L'université de la faculté de médecine de Bamako était l'une des deux meilleures universités de la sous-région quand même après le Sénégal. Bon, c'est la raison. En décidant de poursuivre leurs études universitaires au Mali, les étudiants étrangers estiment ne pas se tromper de destination. Provenant d'une quinzaine de pays du continent, ces non-nationaux se disent convaincus d'une chose, l'intégration africaine n'est pas un vain concept au Mali. Étant des jeunes Africains, nous qui cherchons l'intégration africaine dans le mérite, on choisit facilement un pays comme le Mali où on peut facilement être accueilli et se sentir dans sa peau, comme à la maison. Ah, les Maliens, ils sont plutôt, c'est cool, c'est paisible, ils sont très accueillants, donc on se sent comme à la maison. C'est pas comme s'il y a la discrimination ou bien du racisme, non, c'est bien. Je me sens quand même comme chez moi, on partage presque les mêmes coutumes, n'est-ce pas, les mêmes vies, modes de vie. C'est à peu près comme si je suis au Niger. Seulement, c'est la différence de la langue. Et c'est venu avec le temps, j'arrive à comprendre un peu. C'est dire que l'intégration africaine n'est pas qu'économique ou monétaire, elle est aussi humaine et sociale. Sur ce point précis, les rapports entre les étudiants étrangers et leurs camarades maliens sont on ne peut plus fraternels. Ce sont des rapports de fraternité et des rapports de communion, d'amitié, des rapports très collégiaux. Et ils se sentent ici chez eux, on n'a pas assez de problèmes avec eux, nous les considérons comme les nôtres. La relation avec mes camarades maliens est une relation de frères. Ça veut dire, il faut que je le dise également, je me sens plus en sécurité au Mali. Avec joie qu'on les accueille et ils se comportent extrêmement bien au cours de nos enseignements. Et ils participent énormément au cours, aux différents travaux dirigés que nous organisons. Et ils sont extrêmement studieux et très assidus. Même appréciation chez les autorités universitaires. Ces dernières se réjouissent surtout de la discipline et du travail de nos frères africains. Ils travaillent correctement et nous sommes vraiment satisfaits aussi de leurs résultats scolaires et dans les hôpitaux aussi. Vraiment, ce sont des étudiants qui travaillent correctement, ils s'occupent bien des malades et dans les laboratoires aussi, ils manipulent très bien. Il y a de tradition dans notre faculté, à la fin de chaque année, de récompenser les plus méritants. Et ce que nous avons constaté depuis plusieurs années, que ces étudiants étrangers se retrouvent très souvent sur le podium. Donc c'est ce qui veut dire que ces étudiants, en tout cas,
sont de très bons étudiants. Du côté du département de tutelle non informelle, en matière d'intégration, le Mali est un modèle en Afrique. Le département a la mission et la lourde mission d'assurer la promotion de la culture panafricaniste et la culture de l'intégration. Nous voulons dire à cette jeunesse que nous avons une vision communautaire, c'est la vision 2020. Elle dit quoi cette vision? Elle voudrait que nous passions de l'intégration des États à l'intégration des peuples. Étudiants, enseignants et autorités, tous s'accordent donc sur la bonne marche de l'intégration au Mali. Cependant, insiste-t-il, les autres pays doivent aussi fournir des efforts pour que cette intégration soit effective sur le continent. Fin de cette édition, cette veille de la fête de l'Union africaine, nous avons une pensée profonde pour nos parents des régions du nord du pays. Que le Tout-Puissant continue de les assister. Merci et bonsoir à tous.